l'usine de Bugatti. Et c'était un truc de mafia complète, tu vois, je me sentais comme dans le Godfather. Je suis resté une semaine, je suis revenu et j'ai essayé les clés dans le studio et ça ne marche plus. Et c'est vachement drôle d'essayer de mettre un costume et une cravate quand tu es dans une petite tente comme ça. Parce que ce qui est beau dans le design, c'est tu es ce que tu dessines, en fait, finalement. Il fallait choisir entre les champions du monde et les champions olympiques. Et on a choisi les champions du monde. Ok, bienvenue à toutes et à tous. On commence. Salut Laurence. Salut Yann. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. On est ici au Technocentre, donc à Guyancourt, c'est un peu ta maison finalement presque, ta seconde maison. Oui, exactement. Et derrière nous, il y a un petit bijou qui a été l'objet de convoitise de tout le monde ces dernières semaines. Oui, c'est R5 prototype, mais ça veut dire que c'est très prêt à la réalité. Et on espère naturellement tous que ce que tu vois, c'est ce que tu auras. J'espère. Bon, je pense qu'on a déjà donné beaucoup d'indices sur qui tu étais, mais tu sais, il y a une version aussi qui est audio, donc les gens n'ont pas l'image. Ok. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Je suis Laurens Sonnenacke, je suis EVP Design, ça veut dire je chapeaute le design de Renault Group, dans lequel on trouve Renault, Dacia, Alpine et Mobilize. Et je suis à la tête d'une équipe de 450 personnes dans le monde entier, beaucoup de talents, beaucoup de créatifs, mais pas que, aussi de modeleurs, d'ingénieurs. Et c'est un travail passionnant et plein de passionnés. Et on est en train de réaliser nos rêves. Et justement, la passion pour l'automobile, la passion pour le dessin, le design, comment c'est né? Parce que je pense que l'automobile est arrivé très tôt dans ta jeunesse. Exactement. En fait, je suis un fils d'un architecte. Alors, et mon père, il avait le studio à la maison. Alors, très souvent, je venais le voir. Et pour se débarrasser de moi, je pense qu'il me donnait un papier et un crayon pour dire, zut, allez, commence à dessiner, comme ça tu me laisses tranquille. Alors, dans ce sens-là, je suis né presque avec un crayon dans la main et j'ai jamais arrêté. En fait, ça m'a fait plaisir. Et je voulais pas dessiner des immeubles parce que mon père était architecte et tu veux jamais devenir ce que ton père. Alors, j'aimais beaucoup le mouvement. J'avais un oncle qui avait une Alfa Romeo Giulia et j'étais alors très tôt devenu passionné de voitures et j'essayais de dessiner des voitures, de bateaux, tout ce qui bougeait en fait. Et ça a commencé comme ça. Dans ta famille, tu disais ton père est architecte. T'as des frères et sœurs qui ont aussi suivi cette voie Oui, en fait, j'ai une sœur, ça c'est drôle, j'ai une sœur qui est juge et j'ai un frère aîné qui est architecte lui-même. Il est un rebelle, c'est très créatif. Alors, j'ai une sœur qui est très rigoureuse et j'ai un frère qui est rebelle et moi, je me retrouve un peu entre les deux. Et je pense que ça colle très bien avec mon métier qui est pas un métier d'artiste, même si on doit être artistique. Mais c'est un métier où il faut être un peu diplomate et un peu dictateur, en fait. Il faut avoir un pied dans la créativité et un pied dans le business. Alors, je pense que cet équilibre intéressant, je retrouvais déjà quand j'étais jeune. C'est quoi un peu tes souvenirs automobiles plus jeunes? Tu disais que ton oncle et ta tante, je crois, mettaient un peu tout leur budget dans l'automobile, c'est ça? Oui, en fait, parce que j'avais un oncle et tante et j'étais très ami avec mes parents. Et au début, ils avaient du mal à avoir des enfants. Après, ça y est, mais à l'époque, c'était dur. Alors, ils ont mis tout leur argent dans la voiture et je le comprends, en fait, je le comprends. Alors, ma tante avait toujours un Porsche, un Alfa Romeo. Et je pense qu'ils ont même regardé un Simca Matra, Baguera à l'époque, que je trouvais une voiture fantastique pour un jeune parce que c'était la seule voiture sportive qui avait pensé aux enfants, avec les 3 sièges côte à côte. Alors, je pensais que les Français pourraient imaginer ça. Mais c'est ça la voiture aussi qui a fait commencer ma rêve de devenir designer. Forcément, à l'époque, je ne connaissais pas le métier. Mais je lisais beaucoup de bandes dessinées de Michel Vaillant, Blake et Mortimer, et ça m'a bien inspiré. Et déjà là, en fait, on voyait des voitures de rêve, en fait, sous la marque Vaillant. Alors ça m'a vraiment, je pense, lancé vers une carrière de design.
Même si aux Pays-Bas, en fait, c'était pas facile à imaginer. En fait, on n'est pas connu pour nos voitures ou pour les constructeurs d'automobiles, comme tu sais. On a le camion DAF, mais bon. Ça se faisait pas rêver, quoi. Ça ne faisait pas encore rêver, même si j'adore le camion parce que mon oncle avait aussi une entreprise de transport. Alors, rien n'était mieux que de se réveiller à 4 heures le matin pour monter dans un camion et passer la journée, tu vois, assis au-dessus du trafic et j'ai adoré ça. Alors, je dis toujours, un jour, quand je serai retraité, je vais devenir chauffeur de camion parce que tu es un peu roi de la route, en fait. Mais est-ce que ça correspond pas aussi un peu à l'image que tu avais peut-être de l'automobile enfant? Souvent, quand tu es enfant, pour toi, c'est le voyage parce que tu prends la voiture de tes parents et tu pars en famille, en vacances. Oui, c'est vrai. En fait, moi, la voiture... évidemment, c'est l'objet, mais c'est aussi ce que tu fais avec. C'est la découverte, c'est suivre ta curiosité. Et j'avais un père qui aimait bien voyager, en fait, et road trip, comment tu dis ça Ouais, c'est ça. Road trip. Voyage routier, quoi. Oui, et puis, parce qu'il était architecte, on partait au Scandinave. Alors, j'ai vu la Suède, la Norvège, la Finlande, de A à Z, de nord vers le sud. Et on passait juste une nuit au camping chaque jour et puis on s'allait. Alors on avait passé 3 semaines dans la voiture finalement et toujours en Volvo au SAP, tu vois, parce qu'il est un vrai architecte et il avait ses principes. Et en plus de 30 ans de design automobile, j'ai jamais réussi à lui vendre une voiture que j'avais dessinée parce que c'était ni Volvo ni SAP, alors il voulait pas en fait. Alors, comment tu l'expliques d'ailleurs, parce que c'est un peu cliché effectivement Volvo SAP pour les architectes, mais c'est une réalité. Oui. Comment tu expliques que ces marques plaisent autant aux architectes? Mais je pense ce sont presque des objets d'architecture en fait. Quand tu vois un Volvo, il y a une pureté. Je pense qu'il avait quand même une affinité avec tout ce qui est design scandinave. Il était un grand fan d'Alvar Aalto. Et je pense que ça lui a impressionné. Et puis, il était très fidèle. Il est très fidèle de la marque. Et il s'achetait chaque 2 ans, chaque 3 ans un nouveau Volvo. Alors, c'était super parce qu'on avait une grande famille avec 3-4 enfants. Alors, il fallait de la place pour aller en vacances. Mais je pense, non, il est pur et dur, en fait. Là, je pouvais pas lui bouger, en fait. Donc, tu grandis un peu, tu fais tes études. Qu'est-ce que tu fais comme études, justement? Est-ce que tu as directement le rêve de devenir designer ou c'est encore un peu flou? En fait, je voulais faire quelque chose avec les designs parce que même si j'étais assez bon en sciences, ça me plaisait pas comme... je pouvais pas imaginer de faire ça toute la journée. Et ça se trouve qu'à Delft, il y avait une université technologie polytechnique qui avait une nouvelle direction qui s'appelait design industriel. Et c'était pour moi une combinaison entre la créativité et les sciences. Et c'est là où j'ai postulé et je suis rentré dedans. Et franchement, c'était le bon choix pour moi. C'était une éducation assez large, en fait, mais c'est la première fois qu'on on te formait en dessin, mais aussi en engineering, aussi en physique, aussi en matériaux, etc. J'ai pas appris de dessiner là-bas parce que je trouve toujours aujourd'hui, il faut être un peu autodidacte, il faut vouloir dessiner des voitures et il faut trouver sa passion et chercher un moyen de le faire. Alors, on a beaucoup copié, en fait, des dessins qu'on trouvait dans des magazines comme Auto and Design, Car and Styling, si on pouvait trouver. Mais quand même, la meilleure chose que j'ai fait là-bas, que j'ai pu faire une thèse à la fin de ces études en Belgique, chez Volvo Trucks. Et ça, c'était un peu la porte d'entrée pour moi dans une constructeur. Et pour moi, n'importe laquelle je voulais rentrer dans un constructeur automobile. C'était très difficile parce qu'à l'époque, Volvo ne voulait pas, DAF ne voulait pas. Et j'ai trouvé cette R&D Center à Ghent, en Belgique. Et c'était ma sortie. C'était mon ticket. Mon ticket. Et j'ai passé 8 mois là-bas en Belgique. Franchement, j'étais ravi et j'ai fait un intérieur pour mon thèse. Et ils avaient la gentillesse de le faire en vrai, en échelon.
Alors, on a pris une cabine d'une Volvo FL4. En fait, c'était un petit camion. Et j'ai construit mon intérieur dedans et c'était mon thèse. Et ça m'a permis, en fait, d'aller chercher du travail après. Donc là, tu finis tes études aux Pays-Bas. Comme tu le disais, Pays-Bas, pas forcément une terre d'automobile, donc tu trouves pas forcément de boulot. Que des noms. Oui, en fait, oui, c'est ça. En fait, c'était étonnant. Et maintenant, je regarde ça avec un peu plus un œil philosophique. Mais à l'époque, c'était la crise. Mais chaque fois quand je cherche du travail, c'est la crise, en fait. Et en 90, autour de 90, c'était dur. Et j'ai essayé de trouver du travail dans un studio design aux Pays-Bas. Ils disaient non. General Electric, ils disaient non. Volvo, il disait non, DAF, il disait non. Et c'est ça qui m'a amené à... Je disais, zut, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Ou est-ce que je double? Tu vois, en fait, je mets tout sur noir. Et je me suis dit, le Detroit d'Europe, ça se trouve à Turin. J'avais un numéro de téléphone de quelqu'un de Pininfarina. Et je dis, il faut que j'essaye de chercher un boulot dans l'automobile. Alors, un lundi... J'appelle Pininfarina en Italie. J'étais un peu comme ça. J'ai dit, je m'appelle Lorenz van den Acker, j'appelle des Pays-Bas, alors il faut que ça va vite. Parce que j'aimerais bien parler avec Diego Otina. Tu parlais italien à ce moment-là? Non, c'était en anglais. Et Diego Otina, c'était le directeur de design de Pininfarina. Et c'était silencieux. Et puis, madame a dit, OK, un moment. Et 2 secondes après, j'avais Diego Otina au téléphone. Je croyais pas mes yeux. Et je dis, encore une fois, je m'appelle Lorenz van den Acker, je vais venir vous voir pour montrer mon portfolio. Il me disait, OK, c'est bon. Quand? Et je dis, quand? Je dis, mercredi à 2h, tu vois, l'après-midi. Il disait, OK. Et puis, on a déclenché. Et moi, j'étais complètement électrifié. Et c'est là où j'ai pris la voiture et j'ai organisé d'autres interviews aussi chez Bertone, chez Ghia, Giugiaro, d'autres boîtes. Et ça m'a toujours marqué, en fait, pour le reste de ma vie, qu'il a répondu à mon appel. Et jusqu'à maintenant, s'il y a quelqu'un qui cherche un stage, je vais toujours répondre. En fait, tu veux rendre l'appareil un peu, quoi. Oui. Je réponds toujours. Et c'était franchement, c'était super. Et puis, je suis allé en Italie, parti pour l'Italie. C'était en 90, c'était en plein World Cup du foot en Italie. Donc, tu as 25 ans, c'est ça à peu près? Oui, c'est ça, exactement. 25 ans. Disons, plein d'ambition, mais pas beaucoup de moyens ou de talent encore développés. Et c'était étonnant qu'on pouvait vraiment visiter à l'époque le studio de design. C'était génial. Ils ont toujours écouté. Toujours, tu as eu la chance de montrer ton portfolio. Parce que ce qui est beau dans le design, c'est tu es ce que tu dessines, en fait, finalement. Si tu parles pas la langue, c'est pas grave. Si tu comprends pas, il faut... En fait, ton talent se voit. Le design, c'est ton métier. C'est un peu comme la musique pour un compositeur. Alors, si ton dessin est bon, il te donne un job. Alors, j'ai eu une chance, finalement, d'une internship, en fait, un apprenti, en fait, en tant qu'apprenti, chez une petite boîte qui s'appelle Design System. Et ils m'ont offert un job sur place, en fait. Je pouvais venir à partir de septembre, voilà. Moi, j'ai tout de suite dit oui, je le prends. Parce qu'à ce moment-là, tu as ta voiture, j'imagine un costume pour les entretiens. Oui. Sinon, tu as quoi? Tu fais du camping? En fait, c'est ça ce que j'ai dû faire parce que je n'avais pas beaucoup de moyens et pas beaucoup de sous. Alors, je n'avais pas l'argent pour aller dans un hôtel. Alors, j'ai trouvé un camping dans Val d'Aosta. Et non pas d'Aosta, mais Val di Susa. Et j'ai fait du camping pour ces jours pour avoir des interviews. Et c'est vachement drôle d'essayer de mettre un costume et une cravate quand tu es dans une petite tente comme ça.
Mais bon, bref, probablement, ça faisait une impression assez drôle, mais finalement, ça faisait pas la différence, en fait. Ce qui fait la différence, c'est ta volonté, ton talent et ton travail que tu montres. Alors, ça suffisait. Donc, tu décroches ce stage? Oui, en fait, le stage était magnifique parce que je suis arrivé en Italie. En fait, j'avais mis tout dans mon Volvo. Je suis parti pour Turin et je suis arrivé dans le studio. Et ça tombe très bien parce que c'était deux propriétaires qui ont fondé l'entreprise. Un designer assez connu à l'époque, Emanuele Nicosia, qui venait de chez Pininfarina et qui avait fait le Testarossa et l'Alpha 164, par exemple. Alors, il avait un bon renommé. Et un modeleur qui s'appelle Graziano Pagliasso, qui avait travaillé chez Giugiaro. Et ils se sont mis ensemble pour commencer la boîte. Et ils avaient comme premier travail un projet pour Bulgarie, qui avait envie de faire des voitures. Et un deuxième projet, un intérieur pour Bugatti, qui était en train d'être... et Bugatti. Oui, et Bugatti, c'était super intéressant parce que c'était la renaissance de la marque. C'était une entreprise qui était achetée par Romano Artioli, qui était un businessman italien, suisse, qui avait aussi Lotus et une grande firme de concession en Suisse. Le designer pour l'extérieur, c'était Marcello Gandini, qui est connu pour le Lamborghini Miura, entre autres pour le Countach, pour franchement un mec incroyable qui me faisait penser à mon père, en fait, en un certain sens. Parce qu'il avait une air, c'était un senior, tu vois, il était très conservatif, toujours en costume avec cravate, etc. Il disait pas beaucoup de choses, mais toujours tu écoutais quand il parlait, en fait. Et alors, je me suis trouvé dans cette petite entreprise en tant que stagiaire et j'ai commencé à aider. Et très rapidement, en fait, après 3 mois, j'ai fait une pause aux Pays-Bas, une vacances d'une semaine, juste pour reconnecter avec mes parents, etc. Je suis resté une semaine, je suis revenu et j'ai essayé les clés dans le studio et ça ne marche plus. Et ça se passe que les deux fondateurs se sont mis à bagarrer. Ils se sont séparés, le designer est parti, le modeleur est resté, et la première question qu'il me posait, c'est est-ce que tu veux rester et devenir le designer de Design System? Donc tu allais passer de stagiaire à designer en chef. En 3 mois, oui, en 3 mois. Et maintenant, je me suis dit, c'était un folie en fait. Mais on a juste continué. Et on a fini l'intérieur de Bugatti EV110. Sauf que, forcément, naturellement, avec mon expérience maintenant, je regrette un peu le manque de connaissances que j'avais. Je me sentais, avec un peu de recul, comme un pianiste qui doit composer une pièce et on ne sait même pas jouer le piano, en fait. Tu vois, c'était pas le solfège, tu veux dire, c'est ça? Oui, c'était le survival pur et dur, mais je me rendais pas compte, en fait. J'étais tellement dans le truc on a réussi à finir. Mais quand même, j'avais une place qui n'était pas très élevée, parce que quand ils venaient pour visiter et voir la maquette, c'était forcément de grands hommes avec beaucoup de réputation et d'expérience. Et moi, j'étais ragazzo. Ragazzo, ça veut dire boy, tu vois. Alors, j'étais là pour les amener leur manteau, pour faire le café, pour montrer où était la toilette, etc. Et j'avais pas un rôle à jouer dans la présentation, quoi que ce soit. Sauf que ils n'étaient pas très contents avec le design de l'extérieur. Et finalement, avec Marcello Gandini, ils se sont rompus, finalement. Et le travail était fini par Gianpaolo Benedini. Et j'avais fait aussi quelques croquis qu'on avait mis sur un tableau. Et un jour, Romano Artioli vient avec son entourage, il regarde le dessin et il disait mais qui a fait ça? Et j'étais le seul styliste, disons, dans la pièce. Alors il m'appelle, ragazzo, et puis il me dit, come ti chiami? What's your name?
tu vois. Et je dis, je m'appelle Lorenz. Il m'a pris ici, il m'a fait un truc comme ça, un peu trop violent. Et il m'a dit, viens me voir à Campo Galliano, où il y a l'usine de Bugatti. Et c'était un truc de mafia complète, tu vois. Je me sentais comme dans le Godfather, tu vois. Le parrain. Ouais. Et à ce moment-là, je n'étais plus ragazzo. J'avais gagné t'avais un step up, ouais, c'était un petit step up. Alors c'était mon premier step up sur l'escalier en Italie. Mais c'était une expérience pendant 3 ans. C'était super. Je gagnais rien en fait. 375 000 lire par semaine. C'était autour de 200 €, un truc comme ça. Mais ça me suffisait parce que je mourrais pas de faim. J'allais manger chez une pizzeria chaque vendredi. Et puis, je survivais. Et j'ai jamais regretté. C'était aussi pour moi une rencontre avec une culture italienne que je connaissais pas, le style de vie. J'ai commencé à apprendre c'est quoi de bien manger parce que j'étais pas habitué. Parce que pays nordique, effectivement, c'est quand même assez loin de la culture, culture, on va dire, latine. Oui, exactement. En fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment anglo-saxon et pas latine. Et moi, je dis souvent, il faut partir de d'où tu viens pour découvrir qui tu es, en fait. C'était une super expérience et ça m'a amené quand même, c'était presque une école parce que j'ai beaucoup dessiné. Très souvent, je revenais le soir pour continuer de dessiner. Et après 3 ans, on était un peu au bout de l'histoire et je suis prêt pour chercher un travail chez un constructeur d'automobiles propre. Avant, je me sentais pas à l'aise, j'avais pas assez d'expérience, et c'est là où j'ai commencé à chercher un job ailleurs chez un constructeur automobile. Donc là, tu as 28 ans. C'est ça. Et tu te retrouves à travailler chez Audi. Oui. Et ça, c'était un rêve de gosse, je peux te dire, parce que j'avais un ami chez BM, Adrien Van Hooydonk, qui maintenant il est directeur design de BM Group. Je couchais sur son sofa. Parce que à partir de Munich, je pouvais visiter BM et Audi, entre autres. Et j'avais fait quelques interviews dans le studio de Audi à Munich, à München. Parce que j'étais tombé amoureux de 2 voitures qui étaient les 2 faites par J-Mace, Audi Avus. C'était une machine étonnante d'aluminium poli, de roues de 20 pouces inspirée par l'Avus de l'époque, en fait. Tu sais que moi, elle me fait penser un petit peu aussi, a posteriori, mais je me trompe peut-être, à la Bugatti Veyron. Oui, c'était un exercice similaire, en fait. C'était la première Audi avec un grand calandre parce que toutes les voitures ressemblaient un peu de cigares. Et c'était une voiture pour de Speed Records, tu vois, qui a fait tourner sur la Avus, c'est un très connu circuit à Berlin, en fait. On parle de l'époque avant-guerre. Il y avait une deuxième voiture, un Audi Spider en orange, qui était faite par Erwin Himmel, en fait. Et elle aussi, c'était une superbe voiture. Et il y a toujours une lutte entre Audi, BM et Mercedes. En fait, on disait que BM, c'est un shark, tu vois, un requin. Mercedes, c'est un whale, une baleine. Et Audi, c'est un dolphin. Et il y a pas mal de métaphores dedans que je trouve intéressant. Et Audi, c'était toujours un peu le troisième dans cette trio. Mais quand j'ai finalement rejoint Audi, avec un peu de recul, on avait une équipe d'enfer, franchement. On avait une équipe incroyable avec Jay Mays, qui était devenu directeur design, qui venait des États-Unis, qui avait fait de Volkswagen Concept One. Il y avait Thomas Ingenlath, qui est maintenant chez Polestar. Il y avait Dirk van Brakel, qui avait fait Bentley et Skoda. Luc Donkerwolke, qui a fait Lamborghini, et maintenant chez Hyundai Kia, il a fait aussi Bentley. Il y avait Peter Schreier, qui est connu de Hyundai Kia. Autrement dit, on a, avec un peu de recul, on avait une équipe de stars, encore jeunes peut-être, mais de stars. Et pourtant, on se plaignait tous les jours, tu vois, parce que
Un designer n'est jamais content et on pouvait toujours faire mieux. Mais c'était pour moi une vraie école et je voulais m'asseoir parce que j'avais beaucoup de choses à apprendre à côté d'un designer que j'estimais beaucoup. Et c'était Craig Durfee qui avait fait le Chrysler Viper. Peut-être tu te souviens de cette voiture qui sortait un peu du ciel comme ça. Et c'était une voiture incroyable. Alors, c'est un Américain d'une posture très grande, très lent. En fait, j'ai jamais vu quelqu'un qui sa vitesse est à 50% de tous les autres. Alors, je me suis mis en face de lui et moi, j'ai commencé à dessiner comme un fou. Et les papiers, tu vois, tu peux imaginer, remplissaient de plus en plus mon poubelle. Et lui, il avait une technique avec un airbrush et une pen. Et il dessinait comme ça. Et puis, il faisait comme ça. Et puis, il dessinait un petit truc. Et puis, il faisait comme ça. Et après que j'avais observé ça pendant quelques semaines, je disais, mais... Il me posait la question, il disait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et je lui disais, bah, je dessine, mon pote, tu vois, je dessine. Et je lui posais la question, et toi, qu'est-ce que tu fais? Il me disait, j'ai réfléchi. Silence. Ça m'a fait impression. Et chaque dessin qu'il faisait, il faisait qu'un dessin, c'était parfait. Tu pouvais le donner à un modeleur, il pouvait le créer, tu pouvais le mettre sur le mur, plus rien touché. Et franchement, c'était un superbe leçon, tu vois, pour moi. Je dessine toujours trop, mais ça m'a fait impression. Et c'était son façon de faire, mais de réfléchir, parce que ici, tu dessines pas pour toi-même, tu dessines pour une marque. Alors, il faut quand même savoir qu'est-ce que tu fais. Et l'entreprise va mettre, j'en sais rien, 500 millions, 800 millions, 1 milliard dans ton dessin. Alors, c'est aussi une responsabilité que tu te rends pas compte, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'aspect, étant donné que toi, tu es quand même très autodidacte à ce moment-là, quand tu arrives chez Audi, ils sortent tous des plus grandes écoles de design. Est-ce que c'est pas un peu l'adoubement pour toi, c'est-à-dire un peu ton école? Oui, en fait, pour moi, Audi, finalement, c'était devenu maintenant l'école. Ironiquement, le fait que j'étais autodidacte et je me suis formé moi-même, c'était quand même apprécié parce que c'était un peu le début des écoles de dessin automobile comme Art Center, Royal College. Mais Royal College était toujours renommé, mais ça commençait à être un peu, c'était le début d'être une industrie, tu vois, où tu voyais beaucoup des étudiants arriver et sortir de l'école. Et pas toujours avec un superbe niveau. Alors le fait qu'on avait fait une formation autodidacte, c'était apprécié. Alors je pense qu'ils m'ont laissé passer que j'étais pas en technique super, mais je pense peut-être que c'est à cause de la volonté, l'ambition, le nombre de sketchs que je faisais par minute. Peut-être ça compensait un peu le manque de sophistication à cette époque-là. Et je crois que tu as vécu aussi une expérience un peu douloureuse sur le moment, mais qui t'a servi par la suite. C'est que tu as longtemps travaillé sur un concept. Ah oui. Qui a finalement pas été reçu, en fait. Oui, c'était une bonne époque parce que c'était l'époque où Audi commençait à devenir un peu, se mettre sur la carte. C'était l'époque de Audi TT, de Audi A8, tout en alu, 4 roues, 4x4, tu vois, Quattro, etc. Et la première A6. Et moi, j'étais censé pour faire le successeur de coupé de Audi 90. Et ça se passe comme ça dans le design. On commence avec 10 designers et il y a 2 maquettes échelons à gagner. Et il faut se battre entre nous. Et puis, il y a des revues et puis ils choisissent des dessins et puis tu gagnes une maquette si tu as du chance. Et ça veut que, malgré tout, je ne sais pas comment, moi j'avais gagné
les 2 maquettes contre tout le monde. Alors, ça semble OK, mais ça créait quelques frissons quand même. Mais c'était OK. Et Jay Mays, il croyait beaucoup, pour une raison ou l'autre, à ce que je faisais. Alors, on a bossé pendant 2 ans pour transformer un design à une maquette, à une voiture de série convergée, technologique, des technologies, etc. Et puis, en même temps, il faisait dans un coin complètement caché, je n'étais pas au courant, le Audi TT, parce que c'était un projet qui était né comme un projet secret pour faire une petite roadster avec Porsche à l'époque. Et Porsche et Audi voulaient tous les deux faire une roadster, Porsche cheap en fait, un Porsche d'entrée. Et ils faisaient ça en même temps de mon coupé. Et à un certain moment, ils sortent la Audi TT qui était franchement génial, on peut rien à dire. Et ils disaient qu'ils avaient que le budget pour faire un coupé cabriolet, soit le segment, le successeur de Audi 90, soit un nouvel entrant avec la Audi TT. Et voilà, ils ont décidé, après tout ce que j'avais vécu, de choisir l'Audi TT. Et franchement, c'était le bon choix. C'était le bon choix parce que ça a mis Audi sur put it on the map. Et c'est devenu une icône. Alors, même si je regrette, de point de vue personnel, tout l'enjeu, c'était le bon choix et voilà, la vie est comme ça. Mais ça, c'est la vie d'un designer, en fait. Ça t'a servi entre guillemets, de première leçon sur justement le fait que malheureusement, ce métier, tu peux travailler beaucoup sur un projet et finalement qui n'aboutira pas industriellement. Mais en fait, et ça c'est un peu contradictoire parce que les gens qui font le design automobile sont très talentueux, très passionnés. Et en même temps, alors tu penses de mériter un résultat, en fait, d'avoir une voiture dans la rue. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et je me suis dit à la fin que il faut aimer le processus, il faut aimer le design, il faut pas être result oriented. Si ton seul but est de avoir une voiture dans la rue, tu as une chance d'échouer. En fait, il y a de très, très, très bons designers qui sont finis 2e, 3e, qui méritent tout ce qu'on leur souhaite, mais qui n'ont pas le bon crayon au bon moment, le bon dessin au bon moment. Et c'est malheureux, mais ils peuvent jouer un rôle important dans une équipe. Il y avait des designers qui avaient un sens pour la modernité, pour des choses nouvelles, des formes de graphisme nouvelles, mais qui ne savaient peut-être pas créer la voiture qui va avec. Et il y avait un autre designer qui était très futé, Freeman Thomas, c'était quelqu'un comme ça, qui était un très bon voleur, tu vois, dans le bon sens. Il savait prendre tous les ingrédients et faire une potion magique avec, tu vois. Alors, chacun a un rôle à jouer, et c'est pour ça que malgré tout, ça reste un travail d'équipe, en fait, le design. Et tu fais partie d'une équipe qui gagne, ça rayonne sur tout le monde. Et justement, en parlant d'équipe, après cette expérience chez Audi, tu pars aux États-Unis pour suivre un peu ton mentor, finalement. Oui, exactement. En fait, Jay Mays, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Il était un mentor pour moi parce que de temps en temps, si tu as une chance, tu rencontres des gens qui voient plus en toi que toi-même, en fait. Tu vois, et Jay était quelqu'un comme ça. Il aimait beaucoup ce que je faisais. Et un jour, il a décidé de quitter Audi pour ouvrir une petite studio design en Californie pour une entreprise, une marque stratégique, SHR, ça s'appelait à l'époque, dans Newbury Park. Et je regrettais beaucoup qu'il avait quitté Audi à l'époque, parce qu'on était on le trouvait comme un héros, en fait, avec ce qu'il faisait. Et un jour, il m'appelle en août, est-ce que tu as envie de venir aux États-Unis pour travailler avec moi? Et j'ai dit, sans réfléchir, j'ai dit oui, j'ai envie de faire ça. Et j'ai décroché et puis j'ai dit à mon épouse, probablement on va partir. Je vais même pas négocier en fait. On va partir probablement en Californie. Et comment elle l'a pris?
Elle trouvait ça... on avait déjà quitté les Pays-Bas. Alors, quand tu commences à voyager, tu vois, la porte s'est ouverte, puis... Est-ce que tu avais suivi déjà en Italie, quand tu es parti en Italie? Non, en Italie, j'étais la seule. Ok. Et on faisait un peu l'aller-retour. On se rencontrait de temps en temps à Paris, parce que c'était un peu au milieu du gué. Et en Allemagne, elle avait dit maintenant ça suffit, on va vivre ensemble. Et moi j'étais un peu surpris, mais c'était la meilleure chose qui m'a pu succéder, qui m'a pu se passer. Et alors c'était un choix facile en fait parce que on aimait tous les deux l'aventure. Et on est parti avec de 3 valises chacun. Et pour atterrir 31 décembre à l'aéroport de Los Angeles pour commencer le 2 janvier. Alors, c'était super. Mais ce qui est important, en fait, pourquoi j'avais fait ça? Parce que je crois beaucoup aux gens, en fait, avec lesquels tu travailles. Pour moi, le design, c'est un peu comme la musique. C'est important, tu peux faire de la musique, pas nécessairement avec les meilleurs musiciens, mais quand il y a une bonne ambiance et quand il y a une atmosphère qui a des émulations, tu vois, quand tu peux s'inspirer l'un de l'autre. Et j'avais ça avec J. Mace, il était une personne toujours très inspirant. Et alors, j'ai pas réfléchi 2 secondes, je l'ai suivi tout de suite. Puis je pense qu'il y a aussi, quand tu parles d'émulation, tu parles de la musique, ça me fait penser à des groupes de musique, finalement, c'est un peu ça. Il y a aussi le fait d'aimer travailler avec ces gens-là. Au-delà du fait qu'ils t'inspirent, c'est que t'aimes passer du temps avec eux. Oui, parce que le travail, en fait, le dessin, c'est quand même, chaque designer, c'est un travail très émotionnel. Il faut être, les designers sont assez fragiles, et on peut être très fragile parce que il faut quand même chercher sa créativité, il faut être dans un bon esprit pour pouvoir être créatif. Et en même temps, c'est dur parce que y a des gens qui disent non à ça, oui à ça. Alors, il faut être capable d'absorber les impacts. Et j'utilise beaucoup l'exemple de U2. Je suis sûr que le drummer n'est pas le meilleur drummer du monde, et pareil pour les Stones, etc. Mais ils travaillent ensemble, ils bossent ensemble, ils voyagent ensemble, ils doivent se supporter, tu vois, ensemble. Et avec le design, c'est tellement intense, c'est un travail de passion, et il faut qu'on tire le meilleur l'un de l'autre. Et pour ça, c'est très important avec qui tu travailles. Alors, c'est toujours été plus important que tu vois le nom de la boîte qui est sur la façade. Donc, tu bosses 3 ans là-bas. Vous avez des clients comme Ford, par exemple? C'est ça. En fait, on commençait à travailler beaucoup sur des briefs pour des marques. En fait, on faisait des imaginaires. Et puis, pour aider artistiquement, gérer les projets créatifs. Et on bossait entre autres pour Alcoa, c'est le plus grand manufacture d'aluminium. Et là, on a fait un projet avec Alcoa, avec Peter Rawlinson, qui était un ingénieur à l'époque chez Lotus, qui est devenu après ingénieur chez Tesla, et maintenant il est CEO de Lucid. Alors, encore une fois, tu te rends compte juste après que c'était un talent incroyable. Et puis, on travaillait beaucoup pour Ford et aussi un peu pour Honda. Et ça allait tellement bien pour Ford. Et à l'époque, ils avaient une VP Design, Jack Telnack, qui était proche de la retraite, qu'ils ont demandé à J. Mace de devenir son successeur. Alors, il y a un moment où Jay dit, il faut qu'on s'en parle. Et il m'a amené à l'extérieur. Il m'a raconté que, tout en confidentialité naturellement, qu'il était en train de prendre un poste de VP Design chez Ford. Alors, c'était une offre qu'il ne pouvait pas refuser, en fait. Et il est parti chez Ford. Et moi, j'ai fait une petite période chez Volvo aux Pays-Bas, parce qu'ils avaient un petit studio là-bas pendant 3-4 mois. Et puis, il m'a appelé encore une fois et je suis reparti en Californie pour passer presque 10 ans chez Ford.
Et à ce moment-là, ta femme t'a dit, c'est bon, on arrête de bouger? Non, en fait, en total, je pense, on a déménagé 27 fois. Moi, j'ai déménagé 27 fois et j'ai vécu en 7 pays. Alors, je suis un peu un nomade de design. Je suis pas le seul, en fait. Il y en a plusieurs qui sont comme ça. Bah, ça te donne une expérience de vie et une expérience de travail qui est phénoménale. Alors, on a reparti pour Californie. J'étais devenu chief designer de Brand Imaging Group. C'était un studio avancé pour Ford, pour aider dans une époque où ils étaient en train d'acheter beaucoup de marques, tu vois. Il y avait Aston Martin, Land Rover. C'est ça, Aston Martin, Land Rover, Jaguar, Volvo, Lincoln, Mercury, Ford. Alors, ils avaient 7 marques. Et Jay, il avait besoin d'une équipe qui lui aide à différencier, tu vois, le terrain de chaque marque, de faire un peu de stratégie de marque pour dire ce sont quoi le terrain de chacun, ce sont quoi les signatures de chacun, la philosophie, les mots clés, les valeurs, le langage du forme, etc. pour éviter que la marque se tape sur le pied. Et je pense que c'était un travail qui m'a beaucoup servi un peu dans mon quotidien aujourd'hui, où tu as plusieurs chapeaux, tu vois, chaque marque c'est un chapeau. Et même si maintenant je balade d'une réunion Renault à Dacia à Alpine, tu changes ton chapeau et tu as le bon comportement et le bon référence, en fait, pour prendre les bonnes décisions pour cette marque. Alors, c'était une période importante de formation, sans que je le sache, qui m'a servi beaucoup dans ma carrière après. Et la deuxième chose qu'on faisait là-bas, c'était beaucoup de concept car. Et un concept car, je te dis, c'est le Graal pour un designer parce qu'on le fait vite, dans 1 an. Il faut que c'est un peu comme une essence d'une parfum, tu vois. Il faut que ce soit super pointu. Et tu fais d'un coup, avec une équipe, naturellement, l'extérieur, l'intérieur, le couleur matière, le UX, UI. Tu fais tout jusqu'au profil de pneus. Tu fais le message, la communication, tout ce qui va avec. Alors, c'est une superbe école d'apprentissage pour un jour devenir un directeur d'une marque. Parce qu'un concept car, c'est rien d'autre qu'une marque en image, essence. enfin tu vas dire oui. Ouais, ok. Parce qu'il y a une histoire à raconter, il faut que ça parle tout de suite, il faut que tu communiques, que la voiture communique ce que tu veux communiquer. C'est juste rendre l'histoire vivante finalement. C'est ça. Et il faut que ça fait un wow, tu vois. Alors parce que si une voiture de série c'est un mariage, un concept car c'est un one night stand, tu vois. En fait, il faut que tu fasses comme ça. Ouais. Tu dévoiles la voiture et ça fasse wow, tu fais 15 secondes d'histoire et puis les gens sont partis. Alors, it's 15 minutes of fame, tu vois, un concept car. Et on a fait, dans cette époque-là, le concept car type Ford Model U, Ford 24/7, Ford Bronco, Ford 427, en fait, des glow cars, en fait, des projets un peu fous, pour être honnête, et des projets très pointus. Et c'était une époque où il y avait une motor show à Detroit chaque année, en janvier, avec de la neige partout. Et c'est un rythme assez infernal, en fait, pour avoir toujours... tu as fini une voiture, tu étais complètement épuisé, et puis il fallait commencer la nouvelle parce que le salon était en moins d'1 an. Alors c'était une très bonne école. Donc ça, c'était dans les années 2000. Et justement, je crois qu'il y a un prototype qui t'a valu, on va dire, les foudres un peu de la presse. Oui, en fait, c'est une histoire assez drôle parce que j'ai travaillé, c'était l'année 2000, autour de 2000, c'était l'Internet qui était juste un peu comme la métaverse aujourd'hui. Alors, on croyait beaucoup à l'idée que la voiture de demain va être une voiture connectée, un ordinateur sur 4 roues, en fait. Alors, ils avaient commencé un projet à Detroit qui s'appelait 24/7. Après, on l'a appelé 24/7. C'était des petites voitures, presque des boîtes sur les roues. Des boîtes très carrées, très flat, très graphiques, pas du tout automobile dans le sens de beauté classique, traditionnelle.
Et on avait imaginé un intérieur dedans qui était rien d'autre qu'un grand écran. En fait, c'était un grand écran piégé. On avait mis 3 projecteurs à l'intérieur et on pouvait communiquer avec l'intérieur à travers un vocal. Il fallait dire « Allô, Alexa », un peu de ce type. Et puis, il y avait des images qui apparaissaient. Tu disais ce que tu voulais. Alors, Detroit, c'était quand même un salon très traditionnel pour les journalistes. V8, V12, les grands pick-up trucks, en fait, l'Amérique dans le sens Midwest. Et là, je me souviens que Ford faisait toujours son show le dimanche. On avait 3 voitures qui étaient presque un peu mignonnes dans cette ambiance un peu redneck, si je peux le dire. Un peu musclé, ouais. Un peu musclé. Et il y avait 8000 journalistes dans la salle. Et Jay, c'était son première apparition devant le public. Et on dévoile la voiture. Et il y avait un silence total. Mais vraiment total. Normalement, c'était une ambiance, tu vois, on applaudait, et voilà le Mustang, et voilà le F-150. Et maintenant, il y avait ça. Et ils n'avaient rien compris. Il y avait une ambiance de presque un peu de mais qu'est-ce que c'est ça? On voit presque des gens qui ont quitté la salle. J'ai pas mal d'articles qui ont dit que c'était des voitures pour Tinky Winky, tu vois, ou pour les Teletubbies, des choses comme ça, parce qu'ils y croyaient pas du tout. Alors, c'était vraiment un peu une douche froide, plus qu'une douche froide, mais on y croyait, en fait. Et pendant le show, les gens, ils savaient pas quoi en penser, et tout le monde a passé. Tous les CEO de grandes entreprises, tous les journalistes, il y avait même eu Patrick Lecommand qui, à l'époque, visitait le Detroit Motor Show, qui faisait ses interviews devant notre voiture. Et il ne savait pas si c'était une grosse connerie, en fait, ou est-ce que c'était vraiment un truc génial. Et juste pour sauver un petit peu ma réputation à la fin, ça faisait dimanche, c'était après le show. Une semaine après, j'étais dans une Starbucks. J'achetais une New York Times, qui était un grand paquet d'un journal local qui était très connu. Et j'ouvre, je tourne, j'ouvre sur le front page. Et là, sur le front page, il y a une photo de l'intérieur de Ford 24/7 sur la couverture. Et avec un titre type, c'est là où l'automobile, le futur, en fait. Alors, c'était quand même un petit revanche. Et je pense maintenant, c'est ce qu'on est en train de faire, tu vois, 20 ans plus tard, en fait. Et je crois que même à ce moment-là, tu n'as pas eu un prix du top 10 of the worst concept cars. Oui, en fait, c'est Car Magazine qui avait la gentillesse de me l'envoyer. En fait, il m'avait choisi, en fait, pas moi, mais la Concept Car 24/7 comme une des voitures, the worst concept cars, the 10 worst concept cars of the century. Alors, j'étais assez fier, finalement, de ce prix. Et je l'ai mis sur mon CV. Et il est toujours là et je suis fier de ça. Parmi les concept cars, il y a eu aussi celui du Bronco, qui d'ailleurs est sorti depuis, le Ford Bronco. Oui, en fait, c'était 2004 et c'était le dernier concept car sur lequel j'ai travaillé. Moi, j'étais tombé amoureux. Quand tu es aux États-Unis, ton goût change, en fait, parce que tu vois le pays, tu vois l'environnement, la nature, et c'est pas Place de la Concorde, tu vois. Alors, c'est pas la petite voiture citadine, en fait. Tu as des espaces et ça te libère littéralement et mensuellement. Et et en Californie, tu vois toutes les voitures possibles parce que les gens, ils adorent la voiture. Puis le climat fait que tout résiste bien. Et j'ai vu beaucoup de Bronco. Alors, on avait eu l'idée de faire un Bronco concept car. Parce que chez Ford, un peu comme chez nous, le R5, en fait, le Bronco, il y a toujours quelqu'un qui fait le croquis. Alors, on a réussi à convaincre Jay. Alors, on a fait un concept car Bronco. Au début, je voulais le faire en titanium. Alors, quand on a fait le prototype, on est même allé jusqu'au faire des portes en titanium pour voir si on pouvait le faire parce que j'aimais le titanium en tant que métal, c'est très léger, très costaud. Ça, it doesn't rust, comment tu dis? Ça rouille pas. Ça rouille pas.
Et c'est très léger. Et finalement, on a décidé de pas faire parce que je voulais que ça soit utilisé brut, tu vois, et pas de peinture. Et c'était impossible de l'emboutir, en fait, sans que ça montre les dommages, etc. Alors, on l'a pas fait, mais elle aurait dû être en titanium et ça aurait été génial. Mais c'était pas la bonne époque pour le SUV parce que après, on a eu des crises de prix de gazole, aussi de sécurité avec des voitures qui n'étaient pas très sûres, en fait. Alors, il y avait un peu une ambiance négative autour de SUVs. Et puis, on a arrêté le projet. Mais heureusement, il y a 2 ans, je pense, ils ont sorti une Bronco et ça, je suis sûr, c'est un grand succès et ce sera un grand succès. Je le trouve magnifique, d'ailleurs. Ouais, j'adore. Ouais. C'est ce type de voiture qui me fait rêver des États-Unis pour revenir. Toi, après Ford, qu'est-ce que tu fais? Je crois que tu essayes de trouver un poste chez BMW. Tu échoues à quelque chose tout petit peu. Ouais, en fait, j'étais un peu... je commençais à me poser la question quoi faire après Ford. Et j'avais une chance. En fait, j'étais invité pour postuler pour un job chez BM Design Works. Et après une longue séance d'interview, j'étais fini 2e. Alors, j'étais dégoûté, je peux te dire. C'était quand Chris Bangle était là. Je l'ai rencontré aussi. Et je dois avouer, il avait une gentillesse vraiment superbe. Parce qu'il a vu que j'étais dégoûté, forcément. Et il m'a dit, Laurens, il fallait choisir entre les champions du monde et les champions olympiques. Et on a choisi les champions du monde. Alors, je trouve ça franchement... C'est très classe. Je trouvais ça classe. Alors, bon bref, c'est comme ça, tu vois, mais il y a des moments qui sont dans ta vie où tu penses que tu vois passer le bateau et tu l'as pas rattrapé. Et aussi, comme souvent dans la vie, si après, j'ai eu la chance, même pas une année après, on m'a offert de devenir directeur de design chez Mazda au Japon. Alors, ça m'a fait quand même réfléchir en disant, bah, zut, si j'avais eu ce job-là, jamais j'aurais fait la carrière que j'ai fait jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as réussi à avoir un poste très élevé alors que le poste chez BMW aurait été moins élevé que directeur? Oui, en fait, oui, sur le papier, moins élevé, mais forcément un super job. Mais ça m'a appris quand même d'avoir un peu confiance dans la vie et de ne pas penser que tout est fini quand tu rates une opportunité, parce qu'il y aura toujours une opportunité après. Et maintenant, c'est devenu un peu mon mantra, s'il y a un truc qui échoue. Maintenant, je commence à sourire parce que ça me donne... Je me dis, mais il y a un truc qui est encore mieux. Tu te dis, il y a quelque chose du destin qui va être encore plus sympa. Oui, en fait, ça va être encore mieux, je pense, maintenant. En fait, pour me remotiver, en fait, ça m'a donné beaucoup de confiance. Donc, tu rejoins Mazda en 2006, si je dis pas de bêtises. C'est correct, ouais. En fait, c'était super intéressant parce que il y avait Murray Callum qui avait passé 5 ans au Japon. Il a voulu revenir aux États-Unis. Et à l'époque, Mazda une partie de Mazda faisait partie de Ford. Ils avaient une partie de Mazda. Mazda ne trouvait pas forcément un directeur de design chez eux. Et ils ont demandé à Jay, est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui pourrait nous aider? Et Jay m'a recommandé et il m'a envoyé au salon de Tokyo pour que je rencontre Kanai-san, qui était le chef de R&D. Et c'était la première fois au Japon pour faire une interview pendant un salon. C'était très excitant. J'avais appris naturellement j'avais lu un petit livre, c'est quoi la façon de faire avec les Japonais, tu vois, d'un point de vue culture. Prendre leur carte de visite, le mettre sur la table, de te pas mettre sur la table le plus loin de la porte, parce que c'est ça la porte, la position, disons, élevée pour le chef. Et c'était exactement comme ça. Je rencontre Kanai-san avec un interprète.
Moi, j'étais assis le plus proche de la porte parce que si le samouraï rentre, toi, tu es le premier à couper la tête. Et il était sur l'autre côté. Et ça se passait assez bien. J'ai montré un peu tout ce que je faisais. Je pense qu'il a aimé mon spirit, en fait, mon esprit. Je suis revenu aux États-Unis et on m'avait dit, on te répond en 2 semaines. 2 semaines après, ils m'ont répondu, il faut que tu rencontres Imaki-san, qui est le CEO de Mazda. Et j'ai demandé, ça veut dire quoi? Il disait, c'est un bon signe parce que si tu n'étais pas la bonne personne, tu rencontres pas le CEO, tu vois. Alors, ça veut dire que ne fais pas de trucs stupides, ne dis pas de conneries et tu auras le job, en fait. C'est un truc comme ça. Alors, moi, je pars encore une fois à Hiroshima cette fois parce que c'est là où se trouve Mazda. Ils avaient un événement dans un hôtel avec 500 top management. Moi, je ne pourrais pas être vu parce qu'ils ne voulaient pas que ça se sache. C'était encore confidentiel, ouais. C'était confidentiel. Alors c'était un peu étrange. Ils m'ont reçu sur le côté à travers l'entrée pour le fournisseur. Ils m'ont caché dans finalement 7e étage dans une pièce de storage, de stockage, avec des tables, avec une petite fenêtre, avec l'immeuble à côté d'1 mètre de distance. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait de me retrouver ici dans une salle de c'est un peu comme une star qui se fait exfiltrer quand elle sort d'un concert ou je ne sais Exactement, quoi. Exactement, c'était comme ça et je me retrouve dans un truc comme ça, tu vois, mais une salle de stockage, entre les boîtes de carton partout. Puis il frappe sur la porte, il y a Imaki-san qui arrive avec son interprète. Il s'assoit à côté de moi, c'est c'est un superbe, un homme classe avec des cheveux gris, très grand, noble, tu vois. On parle pendant une vingtaine de minutes, je prends son carte, je la mets ici, je dessine un peu comment je vois Mazda, où ils sont, où ils veulent aller, etc. Et qu'est-ce que je voudrais faire avec. Il écoute. Ça se passe bien. Il fait l'air de vouloir partir. Et alors, je voulais me mettre debout. Et puis, il me tape et il monte un truc sur le seuil, sur le floor, sur le seuil. Je regarde, et puis son carte de visite était tombée et j'étais dessus avec mon pied. Alors là, je dis, mais tout revient en flashback, faites pas de conneries, etc. Alors moi, je fais, oh, je suis désolé, tu vois. Et je pensais que j'avais perdu tout, vraiment tout. Je pensais que c'était une catastrophe. Ouais, c'était une catastrophe totale. Et puis, il me regarde et il sourit et puis il s'en va. Alors, c'était pas si grave finalement. Et c'est grâce à ça que je suis resté. Et en plus, à ce moment-là, Mazda, donc pour resituer un peu, 2006, c'est pas le Mazda qu'on connaît maintenant. T'avais un peu tout à faire, entre guillemets. Le Mazda était connu, c'était presque une marque underdog, tu vois. Tu as les grands 3, Honda, Nissan, Toyota, le grand frère. Et Mazda, c'était un peu underdog. Il faisait des voitures avec une très bonne ingénierie, etc. Des voitures aussi de passion, ce que pour les Japonais, c'était pas évident. Avec le Mazda 5, le Miata, en fait, RX-7, RX-8. Alors, c'était pas... c'était quand même une boîte avec de bons génétiques, mais ils n'étaient pas sur leur on top. Et moi, j'arrive, j'avais 40 ans, j'avais envie de faire bouger les choses. J'avais une superbe équipe là-bas, avec des studios à Hiroshima, Yokohama, Frankfurt en Allemagne et Californie. J'avais Franz von Holzhausen, qui est maintenant chez Tesla, qui était chief designer, Peter Birtwistle en Allemagne, Yamada-san en Yokohama, et puis une superbe équipe. C'était une armée, en fait. C'était une armée créative, en fait. Alors,
ils savaient pas quoi faire avec moi parce que ils avaient vu le 24/7, alors ils avaient peur, en fait, quand je suis arrivé, en fait. Ils pensaient, qu'est-ce qu'il va faire? Mais on s'est très vite trouvé. J'ai commencé à faire beaucoup de concept cars parce qu'on n'avait pas un plan produit très fort. Alors, il fallait faire des voitures pour les salons. T'en faisais combien? T'en faisais 3 par an, quelque chose comme ça? Oui, parce qu'on était aux États-Unis, en Chine, en Europe. Alors, on faisait Detroit, on faisait Geneva, Paris ou Francfort, on faisait Shanghai ou Beijing, on faisait, tu vois, Melbourne si nécessaire. Alors, on avait quand même presque 2, 3, 4 concept cars par an. Et c'était aussi une stimulance pour la créativité totale, en fait. On a fait... Parce que Mazda avait comme but Mazda Zoom Zoom, tu vois, The Emotion of Motion. Et moi, j'ai pris cette idée de motion et j'ai l'ai traduit en flow, la fluidité. Et c'est ce qui est nagar en japonais. Et on a fait une série de voitures complètement centrées sur le mouvement dans la nature, tu vois. De lava, de mouvements de pièces, de pierres, en fait, des mouvements de l'eau, des mouvements de vent, des mouvements, on a fait Nagare, Ryuga, Hakaz, Mazda Furai, en fait, et ça venait un peu de nulle part, et c'était une époque où très peu de constructeurs faisaient des concept cars un peu pushy. Et là, tout d'un coup, on arrive et on fait 3, 4 trucs, tu vois, d'une après l'autre. Et ça sortait vraiment du jeu à l'époque, je pense. Et ça attirait beaucoup d'attention et ça remis Mazda sur la map d'un point de vue design, je pense, cette époque-là. Donc là, tu passes 3 années là-bas, 3 années à découverte aussi d'une nouvelle culture. Ouais. Oui, parce que la culture japonaise, c'est pas pareil, en fait. Tu aurais dit, je me sentais anglo-saxon en Italie, dans un pays latin. Je me sentais européen quand je suis parti pour les États-Unis. Et je me sentais occidental quand je suis parti au Japon, en fait. Mais c'était un bon mélange, en fait, parce que je pense... venu de Pays-Bas, en fait, on a une communication simple, directe. On dit ce qu'on pense. Et pour les Japonais qui sont habitués à beaucoup de flou, beaucoup de langue de corps, beaucoup de... comment tu dis ça? C'est plus subtil, en fait. Ouais. C'est des non-dits que tu dois comprendre en lisant entre les lignes, en fait. Exactement. Et dans la culture japonaise, j'étais un barbare, en fait. Parce que je disais oui et non et yes et no. Et il fallait faire gaffe parce que ils avaient une envie de suivre le chef qui était tellement que si tu aimais quelque chose, il passait à l'action tout de suite. Alors, c'est le contraire d'ici. Quand tu vois un tableau avec des croquis et tu dis « Ah, ça c'est pas mal, ça c'est bien », tu dis ça pour motiver les gens, pour dire « Ah, on est sur une bonne voie », tu vois. Mais là-bas, quand je disais « Ah, ça c'est pas mal, c'est bien », 2 semaines après, ils avaient fait une maquette, tu vois, échelle car avec complètement résolu. Et je disais « Mais pourquoi vous avez fait ça ?»« Ben, tu avais dit que c'était bien. » Alors, on l'a fait. Tu vois, alors tu apprends rapidement qu'il fallait mesurer les mots. J'ai appris d'écouter, de pas dire trop. Et quand tu dis, ça compte, tu vois. Parce que tu m'as raconté que justement, je crois que c'était pour un travail préparatoire. Tu as demandé à quelqu'un de faire un travail préparatoire, pensant que ça allait prendre, je sais pas, je fais une bêtise, 1 ou 2 journées. Ah oui, ça c'était une belle histoire en fait. C'était pour un concept car Hakase. Et Hakase, en fait, c'est 2 kanji quand tu mets le mot au japonais. Et la voiture, elle était dessinée en Europe, dans le studio de Peter Birtwistle. Alors il m'appelle, il me dit « Lorenz, on a besoin du kanji Hakase. Est-ce que tu peux demander quelqu'un chez toi pour me l'envoyer ?» Alors j'appelle le graphiste. Je dis « On a besoin de Hakase en kanji. Est-ce que tu peux l'envoyer à Peter ?» Il dit « Oui. » Très bien. Ça prend combien de temps? Il me dit 2 semaines. Et je dis, mais 2 semaines? Bon,
je dis rien parce que à ce moment-là, je savais que probablement il y a une raison. Et après 10 jours, il me fait une présentation. Et là, j'ai compris. Il arrive avec une boîte avec 50 pages verticales de ce taille-là sur vellum. C'est un papier un peu papier de riz, en fait, si tu veux. Et sur chaque papier, il avait écrit Hackaz, mais 20 fois dans une colonne verticale, et il y avait une vingtaine de colonnes sur chaque papier. Alors, il avait fait ça sur 50 pages. Le même kanji, Hackaz, le même deux kanji, des centaines de fois, des milliers de fois. Puis, il avait choisi une dizaine qu'il avait agrandi, mis sur une petite pièce de bois. Et il avait dit, et puis elle m'a expliqué pendant 30 minutes pourquoi ceci était plus comme ça, ceci était plus sophistiqué, petit était un peu agressif, petit était un peu poétique, ceci était un peu comme ça. Alors là, j'ai commencé à comprendre pourquoi ça prenait 2 semaines. Et moi, j'étais content que je n'avais pas dit, mais faites-le en 2 heures, tu vois, parce qu'on n'a pas le temps. Mais finalement, c'était un truc génial. Et ça montre un peu que la langue écrite et orale, c'est quand même une fenêtre dans le monde d'une culture. Si tu ne parles pas la langue, c'est difficile. Et tu apprends beaucoup à travers la langue, orale et écrite. Et franchement, c'était génial. On m'a aussi demandé très souvent, et parce qu'il faisait des concours de kanji. Donc c'est de la calligraphie? C'est la calligraphie. Il m'avait demandé de jurer. Et tu dis, mais je ne sais pas lire le kanji, comment je peux jurer? Faire un jury? Ben, tu peux, en fait. Parce que tu reconnais quand même un bon trait. Tu reconnais si les caractères ont de belles proportions, si c'est régulier, si c'est... En fait, tu n'as pas besoin de parler japonais ou de lire le japonais pour pouvoir juger l'esthétique de leur calligraphie. Alors ça, c'était aussi une leçon pour moi. Tu disais que vous parliez des langues différentes, mais finalement, il y avait une langue que vous aviez en commun. C'est la langue du design. Oui, c'est ça, en fait. Et ça, c'est la beauté, en fait. C'est une des choses que j'ai appris en faisant plusieurs voyages et plusieurs expériences de vie dans plusieurs cultures et plusieurs entreprises, que ce qui nous unit, finalement, c'est la langue de design, qui est une langue universelle. C'est un peu l'espéranto de design, en fait. Et n'importe d'où tu viens, tu es ce que tu dessines. Et ça va très loin. On a de temps en temps des stagiaires chez nous ou maintenant chez Renault qui ne parlent pas bien l'anglais. Malgré tout, on les a pris parce que leur travail est sublime. Et c'est un travail design qui est très honnête aussi. Ça ne dépend pas de ta voix, en fait. Ça ne dépend pas de ton histoire, de ton background, de comment tu te portes, en fait. Si la langue de design, c'est une langue the United Nations of Design, c'est comme ça que j'appelle mon équipe, en fait. C'est dans ce temps de chaos géopolitique et de guerre partout, je pense que c'est pas mal pour se souvenir un peu plus de ça. Tu as parlé tout à l'heure de Patrick Lequément, qui est venu observer ton concept à Détroit. J'ai fait un épisode d'ailleurs avec Patrick Lequément. Ah, très bien, très bien. J'avais fait ça un petit peu. Je sais plus exactement le numéro. Il faudra que je le retrouve pour mes auditeurs. Okay. Mais donc, ce Patrick Lequément, tu le remplaces en 2009, je crois. C'est ça. À la direction du design de Renault. Oui. En fait, je visite le salon de Paris. C'était, je pense qu'en 2008. Et je trouve une carte qui me dit rappelle-moi, s'il vous plaît. Et c'était une executive search. Et c'est comme ça que j'ai appris que il cherchait quelqu'un pour Renault. Moi, je suis intéressé parce que ça faisait presque 4 ans que j'étais au Japon. Et je savais que je ne vais pas faire ma retraite au Japon, même si j'aimais beaucoup mon boulot. Et il y avait une grande chance que Ford va dire reviens aux États-Unis. Et je n'avais pas forcément envie de revenir et faire la même chose 2 fois. Alors, j'étais intéressé.
Et Patrick m'a raconté après que Carlos Ghosn l'avait demandé en fait de chercher 2 candidats à l'intérieur de Renault Design et une candidate à l'extérieur. Et pour une raison ou l'autre, je suis devenu le candidat de l'extérieur. Et j'ai rencontré finalement aussi Patrick Pelata. Et ils ont décidé que à l'époque, après 22 ans de l'époque Patrick, peut-être ce serait bien d'avoir un vent un peu nouveau, un souffle différent. Alors ils m'ont demandé finalement de venir et moi j'ai dit oui tout de suite. On a négocié naturellement, mais j'ai dit oui. J'ai dit maintenant tout de suite et j'ai jamais regretté parce que ça a été une superbe aventure en fait, même si c'était difficile de temps en temps. D'autant plus qu'à ce moment-là, tu en parlais aussi tout à l'heure, tu arrives en pleine crise. Oui, en fait, c'était, encore une fois, je t'ai dit, c'était la crise totale, c'était 2009, début 2009. Et il y avait une instance qui m'a marqué. Je viens d'être présenté pendant le comité de direction. Et Carlos Ghosn me présente à l'équipe et il dit à tout le monde, on est toujours content s'il y a quelqu'un qui veut rejoindre l'équipe de l'Alliance, mais encore plus pendant une crise. Et c'est là où je me suis dit, zut, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, à la fin, une crise, c'est une opportunité, surtout pour un designer, parce que les choses bougent dans une crise, tu vois. Si tout va bien, si on gagne l'argent, les gens, ils n'ont pas envie de bouger le bateau. Mais s'il y a une crise, oui, forcément, il y a de pression parce on est dos contre le mur. Mais c'est aussi une opportunité vraiment pour changer. Et c'est ça que j'ai trouvé quand je suis atterri finalement chez Renault Design, quand j'ai rencontré l'équipe. Et aussi les dirigeants, qu'ils avaient vraiment envie de faire des choses différemment. Et c'était pas une critique quoi que ce soit, mais je pense de temps en temps dans une entreprise, il faut passer la page, il faut ouvrir un nouvel chapitre. Et c'était le moment. Et moi, j'étais là. Et j'ai senti la pression quand même. Mais c'était vraiment un très bon moment pour arriver chez Renault. Parce que tu as quand même des enjeux qui sont très importants. En gros, on te donne la mission du renouveau du design de Renault. C'est un vrai renouveau. C'est un point de rupture presque. Oui. Il y a un avant et un après, quoi. Oui, en fait, il y avait c'était pas la meilleure époque. Disons, en fait, les voitures étaient un peu fatiguées et il y avait une vraie envie de renouveler, en fait. Ils avaient de belles programmes pour le faire et la première voiture qui était en cours, c'était la Clio 4. Alors, c'était quand même une voiture importante parce que si chez BM, la génération commence avec la BM série 7, chez Renault, c'était plutôt la Clio qui était le porteur de renouveau chez Renault. Heureusement, il y avait une équipe de designers d'enfer sur la voiture, sous le leadership d'Anthony Villain. Il y avait des designers très talentueux. Alors, je tombe pile poil au bon moment où la fondation était déjà là et il fallait juste trouver la philosophie qui va avec, l'identité qui va avec, parce que on m'avait demandé, en fait, de créer une marque de Renault parce que toutes les voitures, ils avaient une face avant un peu différente. On n'avait pas encore trouvé une identité très forte. De différencier Renault de Dacia parce que Dacia était en train de monter déjà à cette époque-là. Alors, ils voyaient une nécessité de donner un cadre propre à Renault et à Dacia. Pour pas qu'il y ait de cannibalisme entre Exactement. les marques. Pour qu'ils ne se battent pas pour le même client ou sur le même segment. Et troisièmement, en fait, j'avais demandé à Patrick Pelata, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me disait, faites-moi de great cars. Bah, ça pourrait être pire, tu vois. Alors, très rapidement, je me suis dit, il faut que je fasse rêver. Et il faut qu'on sort un Clio d'enfer. Donc c'est la Clio 4? C'est la Clio 4, la rouge, en fait. Alors j'ai commencé tout de suite à réfléchir sur une stratégie design.
Et en 2 mots, rapidement, je pensais qu'il fallait trouver quelque chose avec la vie au cœur de cette stratégie. Parce que Renault, c'est voiture à vivre, en fait. Et j'avais regardé à toutes les voitures que Renault faisait, des voitures un peu iconiques comme la Twingo, des voitures, disons, crossover comme la Koleos, des voitures comme le Scenic, etc. Des voitures sportives comme Renault Sport. Aussi la LCV et hybride et électrique. Et j'ai dit, mais comment je peux faire du sens de tout ça? Parce que Renault, c'est une marque généraliste, on fait beaucoup de voitures différentes. Et là, j'ai pensé à la cycle de la vie qui commence avec tomber amoureux, s'enamorer, tomber amoureux. Je pensais, ça peut être Love, tu vois, ça peut être une voiture iconique, comme un Clio peut-être. Puis tu tombes amoureux, tu veux découvrir le monde, tu suis ta curiosité, tu as trouvé une copine, tu vas explorer le monde. Enfin, ça c'est Explore, crossover. Puis, on fonde une famille. Alors, ça peut être la voiture familiale, scénique. Puis, il faut que tu travailles, voiture commerciale, LCV. Puis, tu veux avoir un peu de fun, play. Ça peut être Renault Sport. Et puis, il y a la sagesse qui arrive. Et ça, c'est la voiture électrique hybride de nouvelles mobilités. Alors, comme ça, j'avais créé une marguerite, en fait, une fleur avec le cycle de la vie qui était liée à chaque étape de ta vie. Alors, ça m'a mis 2 semaines pour imaginer ça. Je me souviens une réunion avec Patrick Pedetta. Il disait, comment ça va? Et je disais, j'ai une idée. Et j'avais même pas un ordinateur. Je commençais à décrire un peu la marguerite pour lui expliquer le concept. Et je disais, si tu me laisses faire ça, je pense que je peux faire quelque chose avec. Il me regarde. Il dit rien. Je vois ces sourcils qui vont comme ça. Et moi, j'avais appris au Japon, quand il dit pas non, c'est oui. Alors, j'ai pris mon truc et je suis parti. Et on a commencé à faire ça. Alors, on a commencé à faire une série de concept cars avec Désir. La première, la rouge, pour 2 personnes, parce que tomber amoureux, tu fais pas en 3. Avec des chars de poule, parce que quand tu vois une jolie fille ou un garçon, tu as ça. Avec 2 portes qui s'ouvrent différemment, masculin, féminine. Et à l'intérieur, tu étais assis sur un nuage, en fait, avec 500 LED en rouge qui battaient comme un cœur. En fait, c'était une histoire d'amour tout court. Et comme ça, on a fait une voiture de concept pour chaque étape de la vie qui était liée aussi à la vraie voiture de série. Alors, la Clio 4 pour Désir, Capture pour Capture, le Scénic pour la voiture, etc. Alors, c'était une belle histoire. Je pense pas que ça, quelqu'un avait essayé de faire une histoire d'une série de concept cars qui racontait une histoire. Ça nous a occupé pendant 2-3 ans quand même. Mais c'était juste nécessaire pour pouvoir sortir la voiture. Parce que quand tu commences un nouveau job, il y a toujours un temps d'incubation avant que la voiture sorte, tu vois. Alors, ça m'avait permis de faire le pont vers la voiture de série. Et tu as trouvé tout de suite cette signature stylistique je crois qu'on appelle ça le nœud papillon. Tu as appelé ça comme ça? Ah oui. En fait, c'était important parce que je trouvais que, c'était mon opinion à moi, que quand tu voyais un Clio 3, il avait le logo sur le capot, comme il couchait, en fait. Et je trouvais, on communique pas la marque, tu vois. Tu vois pas, quand tu vois la voiture passer comme ça, tu vois l'entrée d'air, mais tu vois pas la marque. Alors, je me suis dit, mais il faut qu'on soit fier de notre marque et fier de notre logo. Alors, c'est pour ça que je l'avais agrandi. Je l'ai mis debout parce qu'on est fier, on n'est pas endormi. Moins timide. Et moins timide. Et on créait le capot qui va autour et le calandre qui va autour. Parce qu'une bonne signature, un bon face-avant, c'est que tu peux enlever le logo et tu reconnais quand même c'est quoi la voiture. Et je pense, avec ce style à l'époque, on pouvait enlever le logo Renault, mais tu pourrais pas mettre un logo Volkswagen dedans ou tu pourrais pas mettre un logo Ford dedans ou quoi que ce soit.
Et pour moi, c'est un signe d'une bonne image de marque et un bon signature. Et au début, ça a choqué pas mal de gens, surtout à l'intérieur, je pense, parce que ils n'avaient pas l'habitude d'être fiers de leur marque, tu vois. Et ils me disaient tous, le logo est trop grand, trop grand. Et je disais non, le logo d'aujourd'hui est trop petit, tu vois. Alors, finalement, Désir m'a sauvé, parce que quand on a sorti Désir, c'était un peu un choc pour le système. Les gens, ils ont assez adoré la voiture, tu vois, parce que franchement, c'était une belle voiture, tu vois. C'était un statement de beauté. Et puis, on pouvait plus revenir, en fait. Ça a déclenché la démarche. Désir, ça a donné aussi sur Trésor, que j'ai vu tout à l'heure en arrivant. Oui. J'aurais aimé rester plus longtemps avec, parce que c'est juste incroyable. Oui, Trésor, c'était aussi une histoire d'amour, en fait. Pas que l'histoire qui était vraiment une histoire d'amour, mais aussi l'équipe qui a dessiné, Yann Yarsal qui était impliqué, Stéphane Janin, des designers incroyables, Laurent Negroni pour l'intérieur, et les couleurs matières aussi fantastiques. En fait, c'était le deuxième cycle. On est revenu, on voulait faire de nouveau une voiture autour de la thématique Love. Et je pensais cette fois, l'histoire est un peu différente, c'est pas tomber amoureux comme un coup de foudre, comme Désir. Maintenant, ils se connaissent, les couples, et il veut poser la question, tu vois. Alors, c'est un GT pour 2 personnes, il y a des valises dedans. Quand tu l'ouvres, il y a les valises intégrées dans la planche de bord, parce que c'est planifié cette fois, c'est pas spontané. Et peut-être tu connais le moment où quelqu'un, tu as une boîte avec l'anneau dedans, et tu ouvres la boîte un peu comme ça, et tu vois la surprise et la joie. Et c'est ça, cet mouvement, c'est ce qu'on a voulu attraper avec l'ouverture de Trésor, qui est magnifique, qui est pas du tout pratique, tu vois. Mais c'était pas le but, c'était vraiment pour faire impression, un vrai concept car, pour faire rêver. Et j'ai eu pas mal de journalistes qui me disaient, mais Laurence, c'est pas pratique, comment tu rentres dans la voiture? Et je disais, mais l'amour, c'est pas pratique, tu vois. L'amour, c'est poétique, tu vois. Et ça, que dans une entreprise française, tu peux faire ça. Je pense que chez Volkswagen, ça va pas marcher. Parce qu'il y aurait ce côté trop pragmatique, qui aurait moins de place à la poésie, c'est ça que tu veux dire? Oui, et puis un concept car. Il faut des voitures de temps en temps de rêve, tu vois, parce que je pense c'est important pour une entreprise de montrer que tu sais rêver. Parce qu'une entreprise qui rêve pas n'a pas de futur, tu vois. Il faut donner envie et comment je suis devenu designer? Parce que j'avais dans mon chambre de lit des images de Lamborghini, de Pininfarina, de Bertone et demain, il faut qu'un petit gamin ou une gamine aille de nouveau un poster d'une voiture de rêve dans sa chambre de lit. Et j'espère que pour quelqu'un, c'est un trésor, tu vois. On travaille aussi pour eux. Faire rêver les gens. Oui. En 2020, tu as Luca De Meo, qui est arrivé à la tête de Renault. Toi, ça a changé un petit peu ton statut aussi? Oui, en fait, l'arrivée de Luca De Meo était franchement impactant. De nouveau, parce que l'automobile, c'est une industrie cyclique. Alors, pour plusieurs raisons, on était tombé de nouveau dans une crise, partiellement auto-inflectée, disons, mais partiellement aussi le contexte, le Covid, les récessions, etc. Mais c'était aussi un moment important parce que il a tout de suite en fait donné un impact en changeant l'organisation par marque. Et jusqu'à ce moment-là, on était plutôt organisé par plateforme et par métier. Et c'était très important et ça fait tout de suite un changement très fort, très positif parce qu'on s'est organisé aussi au design par marque. Et ça m'a permis en fait de monter un peu plus haute et chercher avec Luca
le directeur design pour chaque marque, pour Renault, pour Dacia, pour Alpine, pour Mobilize. Dont Anthony Vien, avec qui j'ai fait un épisode aussi, dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Pour Alpine. Oui, dont Gilles Vidal pour Renault, dont à l'époque Alejandro Messonero pour Dacia et Patrick Lechapi pour Mobilize. Ça donnait immédiatement un nouveau souffle et de sang nouveau, en fait. Et moi, qui étais venu moi-même en tant que de l'extérieur en 2009, je voyais l'impact que ça pourrait avoir. Et je pense, j'étais assez lucide pour savoir que c'était probablement la bonne chose pour la marque, parce que après que tu as fait une ou deux générations, en fait, franchement, c'est bien pour la marque de changer direction. Et c'est ça ce qu'on a fait. Et Luca, c'est un passionné d'automobile. C'est pas qu'il aime le design, il adore le design, en fait. C'est quelqu'un qui dessine un peu dans son coin, qui, en fait, il voit aussi l'importance du design. C'est pas que un choix personnel, il voit l'impact que le design a sur les raisons d'achat, par exemple, c'est la raison d'achat numéro 1. Et si tu fais une belle voiture, elle se vend 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois mieux qu'une voiture qui est LED, en fait, soyons clairs. Alors, il y amène beaucoup d'importance. Il va jusqu'au bout, il nous pousse comme une malade. Et on améliore, en fait. Et le résultat va se voir, en fait, dans la rue. Donc, ton rôle maintenant, c'est de chapeauter un peu tous les directeurs de design de ces marques. C'est ça. Plus, je crois qu'il y a 6 centres de design partout dans le monde. Oui, en 2 mots, l'équipe design, c'est 450 personnes. On a des studios à Sao Paulo, à Paris, forcément, à Guyancourt, Séoul, Chennai, Bucarest. On a 150 designers en total, je pense, plus ou moins, de l'équipe. Et je suis responsable pour tout le design, alors les marques, mais aussi, on a aussi des fonctions transverses. Par exemple, l'opération, qui créait toutes les maquettes, toutes les classes A, tout pour donner les données créatives aux ingénieurs. Aussi, en amont, on a une équipe transverse UX/UI, on a une équipe transverse Experience. Et en fait, si tu veux, je suis responsable pour que chaque marque ait une bonne stratégie avec un bon plan produit, avec une bonne exécution de design. Il faut que je suis un ambassadeur pour la marque, pour les marques, pour que je puisse communiquer. Il faut que je fédère les gens et je crée de bonnes relations avec le reste de l'entreprise. Et il faut à la fin que je gère le business de design. Ça veut dire, on me donne un budget, il faut qu'on fasse tout avec une bonne qualité, à l'heure, avec une bonne qualité, pour le bon prix. Alors, un rôle un peu de chef d'orchestre. Oui, ça, c'est pas mal comme comparaison. Chef d'orchestre, un coach, en fait, d'une équipe. Avec Luca, on s'est parlé et il disait, maintenant, tu dessines l'équipe design, tu vois. J'ai commencé mon carrière en dessiner des voitures, puis tu dessines des maquettes, puis tu dessines une marque ou une voiture, puis tu dessines plusieurs marques et maintenant je dessine l'équipe. Alors, je trouve que c'est pas mal comme expérience. Et ça revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'un bon designer, c'est en général un passionné, mais qu'il faut quand même avoir de la distance par rapport à la passion que tu vas mettre dans ton travail. Parce que c'est aussi un produit industriel, il y a aussi le côté business. Oui, en fait, le côté business, c'est ce que je disais, on n'est pas artiste finalement. Un artiste travaille pour soi-même. Si son travail est valorisé ou valorisante, c'est le marché qui décide, mais c'est pas ça qui lui fait continuer ou arrêter. Il y avait Raymond Louis, en fait, c'est un designer très connu français dans les années 50 qui est parti pour les États-Unis, qui a fait le logo Lucky Strike, la bouteille de Coca-Cola, etc., qui disait que, en anglais, the most beautiful line is the line of a rising sales chart. Tu vois, la ligne la plus belle, c'est la ligne d'une une ligne de vente qui monte, en fait. Et je trouvais ça une façon très élégante de lier l'esthétique au business, tu vois. Et ça, c'est vrai, en fait. Si les voitures se vendent pas,
tu parles avec quelqu'un d'autre. Et justement, par rapport à ça, comment tu définirais, toi, la meilleure voiture? C'est celle qui te fait déconnecter? Moi, je pense que la meilleure voiture, c'est une voiture qui te fait rêver, qui te séduit, qui te transporte pas physiquement, mais aussi émotionnellement, mais qui a aussi de substance. Tu vois que la rencontre que tu as se transforme en une relation durable, que tu peux vivre avec, qui fait partie de ta vie, qui te surprend pendant l'usage. C'est aussi de plus en plus une voiture qui doit être de valeur aussi écologique, qui doit être abordable d'un certain sens. Alors, pour moi, la relation avec la voiture, c'est une relation avec l'humain, en fait. Pour moi, la voiture est un objet qui s'approche de plus d'un humain. Parce qu'on parle d'une voiture, on parle d'une face avant, des yeux. Une voiture a des ailes, des épaules, un arrière, un caractère, un moteur. Une voiture peut être agressive, passive, boring. Elle peut être étrange. En fait, on a tout ce tu vois, sur la machine à copier, ils font pas de magazine, tu vois. La voiture, elle suscite d'émotions, elle te raconte quelque chose de toi, même si tu veux pas, tu vois. La voiture, elle montre comment tu aimerais être vu, tu vois. Alors la voiture, c'est une relation intéressante, ça te touche, c'est plus que juste la mobilité physique. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est une voiture complexe, intelligente. C'est un truc qui s'approche de plus en plus à l'humain, en fait, dans la durée. Et justement, tu sais, derrière nous, il y a cette magnifique Renault 5 jaune. J'aimerais l'admirer plus longtemps, mais c'est vrai qu'on peut pas s'arrêter pour la regarder. Mais pour prendre un peu cet exemple, par rapport à ce projet-là, concrètement, comment on peut voir un peu ton identité dans ce projet? Parce que tu l'as chapeauté, donc c'est Gilles Vidal, le responsable du design de Renault. C'est toi qui l'as chapeauté vraiment du plus haut. Je sais pas, peut-être que tu as des anecdotes sur la conception. Oui, en fait, je pense sur un Renault 5, tu joues un rôle de curateur, en fait, parce que c'est différent d'une voiture complètement nouvelle, tu vois, comme une Mégane électrique. Ici, on essaye de trouver le bon mélange du futur et du passé, de respecter le passé et en même temps de le transporter dans le futur. La naissance de cette voiture est très intéressante, je trouve, parce que c'était un peu la fin, juste avant que Luca arrive, la fin d'un chapitre qui était assez difficile pour Renault, comme tu sais. À l'époque, l'équipe Advanced Design, chapeautée par François Leboine, il commençait à penser comment remplacer un futur Twingo ou une Zoé dans un contexte électrique. Et ils avaient pensé, en fait, de pas faire deux voitures, mais une qui combine les deux. Et ils avaient trouvé l'idée de peut-être c'est le moment de réinventer Renault 5 sur un package, une architecture électrique. Et ce qui est super intéressant, qu'on n'aurait pas pu faire ça sans cette plateforme très moderne avec un moteur électrique, parce que ça te permet d'avoir des porte-à-faux très courtes et des roues très grandes. Et si on avait eu une architecture classique, on aurait eu un porte-à-faux avant qui était 150 mm et plus long, de roues plus petites, et on n'aurait jamais trouvé le génie de cette voiture. Alors, c'est ça qui est peut-être une ironie de l'histoire, que le Renault 5, on n'aurait pas pu l'inventer sinon à cause de l'architecture électrique. Et on l'avait à l'époque fini en orange. C'était une belle maquette. Et tout le monde a tout de suite, tu vois, tu sens tout de suite quand tu as un truc qui est très bon. Pourtant, quand on a montré plusieurs fois à l'époque au board, ils pouvaient pas accrocher parce qu'on avait beaucoup de problèmes finances, etc.
Alors, on s'est dit, on la met sous bâche, comme une bonne bouteille de vin. Et quand Luca va arriver, on va lui montrer, et c'est notre seule chance. Et s'il aime, je pense qu'on va le faire. Et ça s'est passé exactement comme ça. Il ne pouvait pas résister. Il a vu la voiture. Il a touché son cœur. C'était un moment incroyable. Il dit, c'est ça que je veux, en fait. Et puis, on a mis tout en route pour le réaliser. En tant que tel, il voulait la voiture tout de suite pour son première présentation en janvier 2021. Et on a bossé comme des fous pour rester fidèle au concept. Et c'est grâce à Gilles Leborgne et l'ingénierie, les équipes pour réaliser cette rêve. Et pour revenir full circle, si on réussit à réaliser les rêves, c'est là où on fait notre boulot. Est-ce que tu as d'autres anecdotes comme ça en 13 ans chez Renault? T'en as dû vivre en plein des moments super joyeux, peut-être des moments un peu plus compliqués aussi. Mais est-ce qu'il y a d'autres moments qui t'ont particulièrement marqué comme ça? Je pense, c'est toujours, j'ai de très bons souvenirs, par exemple, à la naissance de l'Alpine. Et je suis très fier qu'on a réussi parce que c'était pas facile. Et juste pour donner un peu de contexte, l'importance d'Alpine, parce que quand je suis arrivé, il n'y avait pas Alpine en fait. On n'avait plus Alpine. Et la première interview que j'ai eue avec le premier journaliste, la première question qu'il me pose, quitte d'Alpine. Et je me suis dit, mais zut, je suis arrivé du Japon, je vais juste atterri pour travailler sur Renault, Dacia, etc. Et il me pose une question sur Alpine. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, de l'importance mythique, mythologique, en fait, de cette marque. Alors, quand on a fait Désir en 2010, on voudrait, un an après, on a vu qu'il y avait un anniversaire qui venait d'arriver en 2012. C'était les 50 ans d'Alpine, de la naissance d'Alpine A110. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait un peu d'Alpine dans le Désir. Si tu fermes le jeu, si tu regardes pas trop proche, tu vois, dans la silhouette, pas dans la taille, mais dans la silhouette. Alors on avait pris une plateforme de Mégane Trophy, qui était une voiture DTM presque de course. On a mis le Désir dessus, ça marchait comme un feu de Dieu. Et puis, on a fait une version qui s'appelait Alpine A110 50. Il était bleu avec des accents orange. Et Tavares était arrivé en tant que CEO. On l'a montré pendant le Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Et il était roulante. Et Tavares, il a roulé avec sur le circuit. Parce que c'est un amateur de rallye. Ah oui, parce que c'est un amateur de beaucoup de choses, en fait. Mais c'est un coureur pilote, en fait, au cœur. Et là, je pense que ça s'aimait, en fait, le grain de l'idée de renaître Alpine. Alors, ça a donné suite, on était au Mans Classique. Et Tavares m'a amené sur un tour de circuit. Et tu sais, moi, je suis pas pilote. En fait, tu le vois, je suis trop grand, je suis trop... J'ai le même problème que toi. Moi, franchement, j'étais dans la voiture, j'étais comme ça, avec un casque. Mon cul ne rentre pas dans le siège parce que je suis scandinave. Et en plus, il allait comme un fou parce que les pilotes, ils peuvent pas aller à 60%. Tu vois, c'est soit à 100, soit rien, en fait. On a fait un tête à queue. Alors, quand on a fini le tour, ça suffisait largement pour moi. Alors, ça m'est resté à la tête aussi. Et forcément, tout ce qui est Alpine, c'était franchement génial. Parce que c'est un chat avec 9 vies, comment tu dis ça? Oui, exactement. Parce qu'il y a eu plein de tentatives de renaissance. Ah oui, le nombre de fois qu'elle aurait dû mourir. Et chaque fois, l'équipe... trouver une façon de pas laisser tomber. On doit beaucoup à Anthony Villain et Bernard Cambier, pas Bernard Cambier, mais
Bernard Olivier. Bernard Olivier. J'ai fait un épisode avec lui aussi. Oui, et on doit beaucoup à eux. Et tout ce qui s'est passé à la marque, toutes les crises finissaient pour être une bonne chose, finalement. Un peu dans le même sens. Alors, je regarde de ça c'est vraiment extraordinaire que maintenant on est en train de faire une marque entière électrique, fleuron, l'industrie avec. Je crois qu'ils disaient à l'époque Still Alive à chaque fois. Ah oui. C'était leur truc. De dire on survit toujours et hop, on franchit les. Ouais, les on a appris une ténacité et une résistance complète. Un peu comme une start-up, tu sais, qui peut s'éteindre à tout moment, mais qui à chaque fois se relève de ses cendres, quoi. Et le moment où j'ai visité le showroom d'Alpine à Boulogne-Billancourt pour sortir ma voiture et partir avec, j'oublie pas facilement ce moment-là. Tu m'étonnes. Ouais. Tu m'étonnes. Ouais. Tu le disais tout à l'heure en préambule, t'es membre du comité de direction. Comment tu vois un petit peu, il y a déjà des pistes, mais l'avenir, peut-être le Renault de 5, 10 ans? C'est très clair, en fait. Renault va vouloir être électrifié le plus possible. Ça commence en Europe parce que il y a des réglementations qui vont tomber en 35 et on va être en avance parce qu'à partir de 2030, on vise à être marque électrique pour Renault en Europe. Mais plus que ça, je pense que ça va rester. Il y a des choses qui vont rester et des choses qui vont tout changer. En fait, ce qui va rester, c'est qu'on a toujours une approche humaine pour la voiture, innovatif et aussi caring, je voudrais dire. Donc, on a toujours une marque chaleureuse et proche des gens. Alors, caring, ça veut dire aussi écologique, sécurité, etc. Mais on va aussi vouloir créer des plaisirs, en fait. Il y a une joie de vivre qu'il faut retenir. Et ça, ce sont des valeurs éternelles, pérennes. Et en même temps, dans 5 ou 10 ans, je pense que l'automobile va fortement changer à cause de la connectivité, des voitures qui vont devenir de plus en plus autonomes, de plus en plus intelligentes. Mais franchement, ça va dans le sens de Renault, tu vois. Renault, c'est une voiture dans laquelle tu as une superbe vie à bord. Et si on a de plus en plus de temps libre, on est bien positionné pour accompagner ces changements de société. Et je pense que Renault, quand il était au meilleur moment, on a toujours été in sync with the times ou en avant de son temps. On avait vu ça avec les 4 chevaux, mais aussi la Twingo, le Renault 4, le 5 qui était lié à l'émancipation des femmes, etc. Le Scénic et l'Espace qui accompagnait une famille moderne où tout le monde pouvait conduire, tout le monde était égal, jusqu'à l'arrivée de Zoé, tu vois, qui était la première voiture électrique populaire. Et je suis sûr, jusqu'à la Renault 5, j'ai un grand espoir qu'il va devenir la voiture la plus populaire et EV de l'Europe et beyond. Alors, tant que Renault reste en avant de son temps, tant qu'elle reste innovative, humain et caring, je pense qu'on aura un rôle à jouer et on va rester partie du fabric, de texture et de fabrique de matière. Comment tu dis ça? The fabric of France, tu vois? On va faire partie. Ça va faire partie des monuments français qui fabriquent la France de demain, quoi. Oui. Et ça, c'est important aussi, je trouve. J'ai souvent dit la meilleure voiture française, c'est une voiture qui tu as envie de lâcher tout et de rentrer dedans et partir pour Paris, tu vois, ou Marseille, ou Nice, ou Côte d'Azur, ou quoi que ce soit. On m'a soufflé dans l'oreille, parce que j'ai des petits informateurs un peu partout, que tu avais quelques voitures, toi, à titre personnel aussi. J'ai pas beaucoup de voitures, en fait, parce que j'ai déménagé tellement de fois qu'à la fin, tu as plus rien. Mais j'ai une Alpine que je roule avec, je roule dedans avec plaisir. Je roule en Mégane électrique et ça, c'est vraiment un bijou. Je connaissais la voiture forcément, mais j'avais pas imaginé le plaisir de conduite qu'elle offre, en fait, en tant que voiture électrique. Parce que, ironiquement, la voiture électrique, elle combine
une contradiction. Elle est confortable quand tu roules doucement et elle est agile quand tu veux, parce que tu as le couple tout de suite. Alors, c'est assez magique de cette voiture. En plus, on a le Google Maps, Google Services à l'intérieur. Alors, c'est génial. Et dans les voitures de collection, peut-être? C'est des voitures qui t'intéressent? La voiture de collection, j'en ai pas. Je suis plutôt un mec du futur, en fait. Je suis là pour dessiner le futur, pas le passé. Mais j'ai eu une voiture qui m'a marqué. C'était une voiture que j'avais achetée quand j'étais aux États-Unis, en Californie. C'était un Volvo 1800 ES. Et là, j'ai roulé avec beaucoup de plaisir, tranquillement. Tu vois, 90... Cruising, oui, parce que suspension, châssis, on peut oublier. J'adore la voiture classique. Je suis toujours invité pour aller à Chantilly pour faire le jury et admirer, en fait, le monument du passé. Mais je préfère rouler dans une voiture moderne, en fait. Ça t'inspire pour créer le futur, quoi. Je pense, ce qui est beau dans l'automobile, que surtout dans le concours d'élégance, on garde que les meilleurs exemples de chaque époque. Et tu oublies tout le reste, tu vois. C'est quand même une mémoire sélectionnée. Alors tu vois que le meilleur de chaque époque. Alors tu penses que le passé était comme ça. Je pense que c'est pour ça que les gens disent mais aujourd'hui les voitures sont tous pareilles ou pas. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, j'espère qu'on va trouver quelques bijoux qu'on est en train de dessiner nous-mêmes aujourd'hui. Et c'est aussi un peu ça l'idée d'un trésor, un désir, que si tu vas visiter Chantilly dans 30 ans, peut-être il y a quelqu'un qui a restauré le Renault Trésor et a gagné le Best of Show avec. C'est ce que je te souhaite. Justement, pour finir un petit peu ce podcast, mis à part ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter au point de vue professionnel, mais aussi personnel? Je pense... c'est une bonne question. En fait, je pense que en tant que designer, mais surtout chez Renault, c'est une grande joie, mais aussi une grande responsabilité. Alors, je me souhaite en fait de créer l'équipe qu'il faut pour réaliser les ambitions de l'entreprise. Et je vais tout faire pour accompagner ça avec tout mon cœur pour réussir. Et d'un point de vue personnel? D'un point de vue personnel, j'espère que je vis toujours dans le futur. J'ai envie que ce soit déjà 25, 26 pour aller dans l'Alpine EV qu'on est en train de dessiner. Et le R5. Et le prochain Duster. Et le 4L. Ça fait des beaux projets, tout ça. Ouais. Merci beaucoup pour tout ce temps, Laurens. Oui, merci Yann. Merci à toi. Je crois que c'est la première fois que tu accordes un moment aussi long pour un podcast. Et ça suffit en fait. Ça sera la première et la dernière fois. Merci beaucoup, Laurens. Non, merci à toi et merci à vous. Merci à la régie, etc. Et bon courage. À bientôt, Laurens. À bientôt.